Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugements, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Merci de nous rejoindre sur ABK Radio. Merci surtout d'écouter cette nouvelle édition de Fina Family qui prend son envol. Bienvenue très chers auditeurs sur la fréquence utile et agréable. Le thème qui retient notre attention dans le cadre de cette édition de Fina Family, pourquoi il est important de préserver la réputation familiale. Nous essaierons de répondre à cette question tout au long de cette émission. La réputation familiale est bien plus qu'un simple héritage ou une question de fierté. Elle constitue le socle de la confiance, de la crédibilité et de la réussite tant dans la vie personnelle que dans le monde des affaires. Une bonne réputation ouvre des portes, attire des opportunités et renforce les liens avec les proches, les partenaires et toute la communauté. Mais préserver cette réputation demande engagement, éthique et communication transparente car elle peut être fragile face aux conflits familiaux, aux malentendus ou aux erreurs qui peuvent être posées par certains membres de la famille. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi il est essentiel de protéger cette image familiale, comment l'image de notre famille influence notre quotidien et quelles sont les clés pour la maintenir solide à travers les générations. Fina Family, pour cette édition, a comme consultante Dame Dimone Barbara Ekoto. Elle est donc dans ce studio et avec elle, nous allons nous intéresser à cette thématique. Dame Dimone Barbara Ekoto est coach familial et spécialiste de la santé mentale. Nous avons un cas d'école qui nous a d'ailleurs inspiré cette émission, les récents événements vécus dans notre pays avec cet enfant de 6 ans qui a été tué par le papa d'une artiste musicienne dans notre pays. Nous essayerons dans le cadre de cette émission d'analyser les différentes étapes psychologiques des acteurs impliqués dans tout ce qui s'est passé. Nous essayerons également de comprendre pourquoi en tant que membre d'une famille, il est important de réfléchir par 3, 4, voire 100 fois avant de poser un type d'acte, ce que cela peut avoir comme conséquence non seulement dans le présent, mais aussi dans le futur de ceux qui sont innocents et qui n'ont pas forcément demandé à ce que certains actes soient posés. On essaiera donc de voir tout cela dans le cadre de ce programme Fina Family. Et derrière ce micro de présentation, je suis Sidonie Fikak. Je souhaite une chaleureuse bienvenue à Dame Dimo. Bienvenue, Dame Dimo. Merci encore d'être là. Le plaisir est le mien à chaque fois d'être avec vous à ABK Radio. Oui, plaisir partagé. Les auditeurs nous le font savoir à chaque fois à travers leurs magnifiques messages. Et donc, on va se permettre de souffler un tout petit peu en musique et on se retrouve juste derrière ceci, très chers auditeurs.
de mon Afrique à la cité où la vie m'a mené. J'ai souvent traîné les pieds, mais ne suis jamais tombé. Tout ce que j'ai dû laisser, je ne l'ai pas oublié. Voir la même nuit tomber, le même soleil s'en aller. Derrière les murs de la cité, j'ai peur de m'égarer et de ne pas vous amener là où je dois aller. Tous ces gens que j'ai dû quitter, mais jamais abandonner, je ne cesse d'y songer. Face à la nuit tombée, pour penser à mes amis, oh, pays que j'ai laissé, et trouver un fidèle écho à ce que j'ai cherché, aider mes notes à s'envoler, réparer les liens déchirés. Je regarde le ciel étoilé, où passent vos pensées. Pour penser à mes amis, oh, pays où j'ai tant laissé, entendre l'amical écho, au peu que j'ai trouvé, aider les mots à s'en aller, les yeux vers le ciel étoilé, nos regards vont se croiser, enlacer nos pensées. Pour penser à mes amis, oh, pays que j'ai laissé, et trouver un fidèle écho à ce que j'ai cherché à travers cette immensité. Un film relié au passé, c'est la force de vos pensées qui me fait avancer. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugements, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Merci à ceux qui nous rejoignent sur ABK Radio. Bienvenue à l'écoute de cette émission Fina Family qui a pour invité notre consultante Dame Dimo, née Barbara Ekoto. On s'intéresse à pourquoi il est important de préserver la réputation familiale. Et ce qui nous inspire ce sujet, c'est cette scène vécue au quartier Ngwaikele de Yaoundé, dans la région du centre, où le 10 mai 2025, un enfant de 6 ans a été tué par un homme.
Cet homme avait un conflit avec le papa de la victime. Il s'est emparé d'un couteau, s'est dirigé au domicile de la victime et l'a poignardé à 3 reprises. L'enfant est décédé quelques instants plus tard. Il se trouve justement que le papa ou alors celui qui est mis en cause dans cet assassinat est le géniteur d'une artiste musicienne camerounaise et c'est une affaire qui a non seulement suscité un tollé mais beaucoup de passion parce qu'il y a eu mort d'homme, la mort d'un enfant âgé de 6 ans qui n'était en rien, ni de près, ni de rien, ni de loin concerné par ce conflit qui opposait 2 adultes. Et nous avons choisi de nous intéresser à l'aspect psychologique des différents acteurs impliqués dans le cadre de cette affaire. Nous avons d'un côté un enfant qui est l'artiste musicienne camerounaise qui se retrouve en train de payer pour l'acte posé par son papa. Nous nous retrouvons également avec un enfant qui aujourd'hui ne fait plus partie de ce monde parce que son papa était impliqué dans un conflit. Nous avons une famille qui est déchirée. Nous avons des enfants qui sont traumatisés parce qu'il faut le dire, on n'en parle pas assez. Mais il y a ses frères âgés respectivement de 9 et 8 ans qui ont presque vécu cette scène, eux qui se sont réfugiés, qui quelques minutes plus tard ont appris que leur frère cadet qui n'avait pas eu cette opportunité-là est décédé. Pour les parents de cet enfant, nous avons envie d'essayer d'évaluer les différents profils psychologiques de ces acteurs et avec elle, nous le ferons dans le cadre de ce programme. Dame Dimo est là. Dame Dimo, bienvenue une fois de plus sur cette émission Fina Family. C'est vrai que c'est une scène d'horreur. C'est vrai que ce qui est arrivé du côté de Yaoundé relève de l'inimaginable d'avoir un enfant qui est tué parce qu'on a envie de se venger contre son papa. Vous avez sans doute suivi de près tout ce qui se passe jusqu'à présent et vous avez sans doute, je le dirai encore, envie de vous exprimer sur la question, peut-être davantage pour vous incliner sur la mémoire de cet enfant, mais aussi essayer de relever un certain nombre de facteurs pour éviter, pourquoi pas, ce type de situation à l'avenir. Bienvenue encore sur Fina Family. Merci beaucoup Sidonie, merci. Et c'est avec beaucoup de tristesse qu'on adresse cette problématique. Tout à l'heure, quand vous étiez en train d'introduire, j'imaginais encore cet enfant qui a vu une figure d'autorité. Il semblerait que c'était un ami de la famille. Oui. Il a vu quelqu'un qui était une figure d'autorité. Tonton Black. Un tonton qui venait vers lui et il aurait probablement supplié, il aurait regardé avec des yeux attristés en disant « Mais tonton, qu'est-ce que tu fais ?» Oui. Mais tonton, qu'est-ce que tu fais? Et de se retrouver en train de voir le tonton qu'il aime lui asséner le premier coup de poignard et puis ensuite le deuxième en disant « Tonton, s'il te plaît ». Pour moi, c'est extrêmement cruel, c'est difficile à vivre et on comprend très aisément le ressenti de toute la population. On comprend aisément le mal-être, voilà, que toute la population peut ressentir. Aujourd'hui, je parlerai strictement d'un point de vue professionnel. Ça n'enlèvera en rien ce que nous tous on ressent par rapport à cet horrible crime qui a été commis. Voilà. Oui. On va donc s'intéresser déjà à la famille de la victime parce que c'est elle qui a tout perdu. Un enfant âgé de 6 ans qui nous a-t-on dit avait pour rêve d'être journaliste, d'exercer le métier que nous exerçons aujourd'hui. C'était son rêve et nous avons une vidéo de cet enfant qui circule sur les réseaux sociaux. On le voit déjà en train de s'essayer à ce métier. Nous avons donc perdu
confrère, on va le dire comme ça. Et on va donc s'intéresser à cette famille déjà qui a encore ne comprend pas ce qui est en train d'arriver, ce qui s'est passé. Quelle peut être l'état psychologique d'une famille comme celle-là et comment est-ce qu'elle peut se relever lorsqu'elle est, elle qui est affligée, elle qui est frappée par ce drame? Alors, je voudrais déjà présenter vraiment mes sincères condoléances à cette famille parce que effectivement, cet enfant n'a jamais demandé à se retrouver au milieu de tout ça. Cet enfant était totalement innocent. Je n'arrête pas de le répéter dans chacune de nos émissions. Les enfants voient en leurs parents des dieux carrément. C'est-à-dire que les enfants se fabriquent au travers de leurs parents. Les parents sont le moule par lequel l'enfant devient un adulte. Et quand je parle de parents, je parle de figures d'autorité. Tous ceux qui représentent les figures d'autorité de ces enfants représentent tellement des choses importantes que lorsque la figure d'autorité pose un acte complètement incompréhensible, l'enfant est profondément atteint, d'autant plus que, pour commencer par les enfants reçoivent les informations de façon ouverte. Il n'y a pas de filtre avec les enfants. Oui. C'est-à-dire que les petits-enfants qui sont allés se cacher, il n'y a pas de filtre. Ils ne peuvent pas simuler, faire semblant. Ils affichent complètement le mal-être qu'ils ont ressenti et ils ressentent les choses en vrac. Plus on grandit, plus on va faire semblant, on va mettre des barrières, on va faire ça. Mais plus les enfants sont petits, plus ils reçoivent les chocs, les informations et tout ce que ça comporte, les traumatismes en vrac. C'est-à-dire qu'on commencera peut-être par ces petits-enfants-là. En se disant que ces petits-enfants sont vraiment dans un état où, très probablement, ils ont été atteints d'un choc post-traumatique, un choc émotionnel intense qui va entraîner un stress post-traumatique, je veux dire. Parce que vivre un état de violence, perdre un proche de manière brutale, presque devant leurs yeux, les enfants seront traumatisés. Oui. Est-ce qu'ils ont besoin d'être suivis par un psychologue? Mais oui, effectivement, parce qu'avec un stress post-traumatique, les enfants vont vous refaire des cauchemars. Ils vont revoir la scène plusieurs fois dans leurs rêves. Les enfants vont peut-être commencer, pour certains qui ne faisaient plus pipi, à faire pipi. C'est un signe, comme on le voit souvent, très, très... qui alerte tout de suite. Les enfants vont commencer à avoir de l'anxiété, des cris. L'enfant peut se réveiller en criant au milieu de la nuit. Les enfants vont baisser dans leur performance scolaire. Les enfants risquent de se replier sur eux-mêmes, de devenir des personnes asociales. Les enfants vont forcément subir et ont déjà subi un stress immense. Et au fond, les enfants ne comprennent pas. Il y a un désordre qui va se mettre dans la tête de ces enfants en face de l'autorité. Oui. Vous voyez, et n'importe quel comportement peut venir lorsqu'un enfant a été traumatisé, surtout lorsqu'il n'a pas été suivi. Oui. S'il n'a pas été suivi, il peut développer une haine viscérale vis-à-vis soit par exemple de la famille de ce monsieur, soit de tout ce qu'on appelle oncle, etc., tout ce qui est homme, soit même des hommes, soit des femmes. Vous allez voir même des enfants qui peuvent arriver à détester complètement le genre. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un monsieur qui a ôté la vie. Une fille peut détester tellement ce monsieur qu'elle en arrive à détester tous les hommes au travers de l'acte d'une figure d'autorité. Il y a une destruction de l'innocence des enfants qui s'est passée là. Il faut absolument que ces enfants soient suivis émotionnellement. Oui. Et au-dessus, au-delà de tout, ces enfants vont éprouver une profonde douleur face à la perte de leur petit frère. Ils fabriquaient comme un trio. Oui. Et aujourd'hui, leur petit frère, c'est leur petit frère. Ça veut dire qu'ils avaient un attachement particulier envers, c'était le dernier. Naturellement. C'était celui qu'on protégeait, c'était celui qu'on aimait le plus. C'était vraiment quelqu'un de très particulier pour cette famille et c'est un choc immense. Les enfants grandiront avec des choses incroyables si on ne rattrape pas ça le plus urgemment possible. Oui. Assister à un meurtre pour un enfant, c'est déjà pour un adulte, ce n'est pas facile, mais pour un enfant, ces enfants doivent être actuellement, à l'heure où je parle, sous un choc émotionnel intense avec un stress post-traumatique. Il faut les faire suivre
par un psychologue, par un pédopsychiatre, un pédopsychologue, pardon, un psychologue pour les enfants ou un thérapeute. Mais il faut qu'il se fasse suivre, absolument. Oui. Maintenant, lorsqu'on traverse ces enfants, hein, la vie à la maison va être très compliquée parce qu'il faudra leur expliquer la méchanceté des hommes, etc. Ça va être compliqué à la maison. Lorsqu'on va chez la maman, la maman qui a perdu son enfant, elle va être remplie non seulement de douleur, elle va être traumatisée également. Parce que perdre un être cher, dans ces conditions, on a une colère et une incompréhension qui sont remplies en nous. Et cette colère, généralement, ne s'apaise qu'avec un besoin, c'est-à-dire qu'avec une justice qui est faite. Oui. Et la colère peut se transformer en rage, en obsession, surtout si le monsieur était une personne proche de cette famille. C'est-à-dire qu'apparemment, c'était le cas. Oui, c'était le cas, apparemment, oui. Donc, il y a une rage, il y a une obsession qui va commencer. Pour le moment, elle est dans l'incompréhension, dans les pleurs, les cris, mais pourquoi? Mais après, ça va se transformer en haine viscérale si elle ne fait pas attention. Et elle peut développer des comportements de type réactionnel si la justice n'est pas faite à cette dame. Si on protège, par exemple, ce monsieur-là, cette dame peut se retrouver un jour en train de prendre un couteau et aller se rendre justice parce que la douleur est telle qu'elle a envie que la justice soit faite. Il y a beaucoup de colère en elle, beaucoup d'incompréhension en elle et un gros traumatisme aigu par lequel elle est en train de passer. Et il faut dire que pour cette dame, elle n'aura plus du tout un autre enfant comme celui-là. Et je voudrais recommander d'ailleurs à son entourage. La plupart des gens vont venir, ah tu sais, laisse, tu vas avoir d'autres enfants, etc. Je voudrais demander à ceux qui sont autour de parler moins à cette dame et vraiment d'être plus dans l'écoute. Allez-y être avec elle, allez-y écouter la dame, laissez-la parler, ne lui en voulez pas de se plaindre, de se plaindre, de pleurer. Soyez juste là, présent pour elle, parce qu'elle a tellement besoin de vous. Il y a tellement une colère en elle. Si elle a envie de se vider, de crier, de parler, observez tranquillement la personne. Soyez là avec bienveillance. Si elle a besoin de quelque chose, soyez présent avec elle. Ne jugez pas, ne participez pas comment on dit ça, à attiser la colère et la haine qu'elle a. Parce que beaucoup de gens vont venir dire, mais oui, ce monsieur-là, il a fait comme... Non, il faut éviter complètement ce type de comportement-là. Mais il faut juste être présent pour elle. C'est de ça qu'elle a besoin. Elle a besoin d'imaginer que son fils, de trouver une voie de sortie, de trouver quelque chose sur quoi s'accrocher pour pouvoir sortir de là. Et souvent, c'est lorsqu'on fait justice, par exemple, on condamne ce monsieur, qu'elle peut commencer à respirer un peu et à se dire, son fils a été la pression retombe. Voilà, et elle peut envisager peut-être de regarder le lendemain. Sinon, on peut perdre cette dame aussi. Elle peut devenir très amère, très aigrie et ne plus s'occuper du reste des autres enfants de la famille. Il risque de perdre aussi une maman juste parce qu'elle s'est déconnectée de la réalité. Donc, ça arrive, ça fait partie du trauma par lequel elle est en train de passer. Et je vais revenir maintenant au monsieur, au chef de famille de cette famille. Ce monsieur, on ne parle pas beaucoup de lui, mais il vivra avec une grosse culpabilité. Il aura un regret tellement profond pour tout le restant de ses jours. Ça va être très difficile pour lui de traverser cette période, de réussir à se pardonner. Parce qu'il va se dire régulièrement, peut-être si je n'avais pas engagé cette discussion-là, peut-être si, peut-être ça, peut-être que je n'ai pas été un assez bon père, peut-être que je n'ai pas protégé. L'homme a pour nature de protéger sa famille. Et là, c'est comme s'il a ouvert la porte justement pour que le malheur arrive dans sa famille. Quel que soit ce qu'il dira devant les gens, quelle que soit toute la haine qui va manifester contre ce monsieur qui apparemment était son ami. En fait, ils se fréquentaient. Ils se fréquentaient, mais lui, il ne va pas se pardonner. Quoi qu'on dise, il faudra beaucoup de temps, beaucoup d'accompagnement aussi pour que lui, il en arrive à se pardonner. Parce qu'il aura ouvert la porte pour qu'un malheur arrive chez lui. Et lui également, peut-être pas tout de suite, mais il va falloir l'accompagner aussi. Chacun des membres de cette famille a besoin d'être accompagné. Que ce soit la femme
Il va falloir qu'elle réussisse à sortir de cet état de colère, d'énervement. Et j'écoutais, si c'est elle qui a écrit sur Facebook, mais je vois mon enfant partout, etc. Elle est dans un vrai traumatisme, et le fait même de parler de son enfant, d'aller dans tous les sens, de voir l'image de son enfant, ce n'est pas facile pour elle. Elle a besoin de se recueillir pour faire le deuil. Ses proches doivent la couper des réseaux sociaux. Est-ce que c'est une bonne idée de continuer à la voir intervenir sur ces réseaux sociaux? Alors, ses proches doivent carrément l'éloigner de ces réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout une bonne idée. Oui. Les réseaux sociaux, chacun dit ce qu'il pense derrière son téléphone. Oui. Les réseaux peuvent amener quelqu'un au suicide. Les réseaux peuvent chauffer la partie qui fait mal en elle et provoquer quelque chose d'autre en elle. Oui, il faut que ses proches puissent la couper des réseaux sociaux. Il faut qu'on puisse désinstaller TikTok, Facebook et toutes ces choses pour le moment. Elle a besoin de faire le deuil de son fils. Elle n'a vraiment pas besoin d'être abreuvée de la haine, de tout ce qu'on est en train de servir sur les réseaux sociaux. Non. Si elle peut se retirer de ça, le temps de faire son deuil, le temps d'accompagner ses enfants, elle a besoin d'être présente également pour ses enfants. Parce que quand on a mal, on a tendance à oublier que les enfants aussi ont mal. Oui. On a tendance à ne pas réaliser qu'on est dans la douleur, mais ces enfants sont stressés. Ces enfants ont également été traumatisés. Et pendant que vous pleurez votre enfant, ces enfants pleurent leur frère. Et ils sont trop petits et ils auront beaucoup de mal à sortir de là. Donc, j'ai perdu ma fille. Oui. Et c'était en 2015. Et j'ai eu tellement mal du décès de ma fille qu'à un moment, je me rappelle, j'ai eu du mal à regarder mes autres enfants. J'ai eu beaucoup de mal jusqu'à ce que le dernier tombe gravement malade. On a fait 2 fois l'hôpital. Je sais pas, j'ai eu comme une décharge pour me dire, mais qu'est-ce que je suis? Je risque de perdre un deuxième enfant parce que je n'arrive pas à digérer l'information du départ du premier enfant. Donc, il faut dire que la maman va être dans un état tel qu'elle aura tellement de mal à... il faut que cette famille soit extrêmement soudée et unie. Oui. Ils n'ont pas besoin des gens qui viennent attiser. Je répète vraiment, si vous êtes de l'entourage de cette famille-là, les personnes qui viennent attiser, s'il vous plaît, vraiment, ils ont besoin de calme, de recueillement. Ils ont besoin de pleurer, qu'on comprenne leur douleur, que vous soyez juste là pour les accompagner dans l'empathie, pour les aider à passer cette période difficile. Et quand même, ils verront des psychologues, etc. La première phase sera vraiment juste de les écouter. Oui. Il va falloir les écouter, permettre qu'ils expriment tout ce qu'ils n'arrivent pas à exprimer, le plus profond de leur pensée. On va les écouter, on va permettre qu'ils puissent vraiment se vider de toute la colère, de tout, à chaque fois que le besoin se fait sentir, jusqu'à ce qu'on puisse les accompagner à sortir de là. Oui. Et ça prendra du temps. Donc voilà, pour cette famille-là, il faut dire que la famille plus élargie, eux, ils auront... pour la famille de l'homme, certains vont s'éloigner, certains vont ressentir plutôt de l'empathie, se rapprocher d'eux. Chacun réagira comme il pourra. Mais sur le plan de la famille, de la personne qui est victime, voilà à peu près comment ça va se passer. On retient donc que tous les membres de cette famille, en commençant par le papa, passant par la mère et les enfants, les 2 frères aînés, de petit Mathis qui est donc décédé, tout ce beau monde a besoin d'un encadrement psychologique, a besoin d'être au contact des spécialistes de la santé mentale pour les encadrer. Et en ce qui concerne les membres de la famille, il est important pour ces membres d'éloigner tous ceux qui sont concernés de près par cette disparition des réseaux sociaux, des commentaires qui vont dans le sens de désespérer ou alors d'appeler à la vindicte populaire, d'appeler à ci ou à cela. Donc, il est important de les éloigner. Maintenant, nous avons des membres d'une famille qui sont aujourd'hui déchirés par la disparition d'un des leurs et le bourreau n'est pas loin d'eux.
s'ils sont appelés à se voir, ils sont appelés, c'est pas comme si c'est un acte qui avait été posé par un parfait inconnu qui a disparu par la suite. C'est une maison qui est à quelques mètres de la leur. C'est dire que c'est sans doute des personnes qu'ils continueront de voir, c'est cet environnement qui continuera de les entourer. Comment est-ce qu'ils font également pour passer cette étape? Est-ce que le fait de voir cette maison en permanence ne va pas leur rappeler le drame qui est arrivé par quelqu'un qui y vivait? On va déjà essayer de voir cet aspect-là avant d'évoquer maintenant l'aspect de l'enfant, de celui qui a posé cet acte barbare, l'état psychologique de cet enfant qui aujourd'hui voit le ciel lui tomber sur la tête du fait d'un acte posé par son papa. Alors, il y a un phénomène qu'on appelle le coupable élargi. Oui. Et on reviendra certainement dessus lorsqu'on parlera de la société, la réaction de la société, si vous avez prévu ça. Mais il faut dire que ça va être comme ça. Chaque fois, si le problème n'est pas résolu dans le cœur, si l'émotion n'est pas contrôlée, travaillée, si le bon discours n'est pas fait avec cette famille, il pourrait avoir ce qu'on appelle le coupable élargi. L'idée, c'est de trouver quelqu'un sur qui on va reverser toute la douleur, toute la haine. Ce sont des responsables symboliques. Et c'est pour ça que tous ceux qui vont vivre dans cette maison-là seront des responsables symboliques de l'acte qui a été posé. Et cette façon de réfléchir est aussi vieille que le monde. L'être humain, lorsqu'il y a un cas comme ça qui se passe, bim, la première chose, c'est que ça fait tellement mal, c'est tellement difficile qu'il faut réussir à trouver, si on n'arrive pas à le coupable normal est comme ci ou comme ça, on trouve le coupable symbolique et qui se retrouve souvent être un membre de la famille ou alors cette maison, les gens peuvent aller casser la maison dans les cas désespérés. Oui. Et je n'encourage pas du tout ce genre de choses, hein, pas du tout, et on le répète, il faut que nous soyons responsables, socialement responsables, parce on est dans un état de droit et le droit sera dit par la grâce de Dieu. Je pense que nous sommes dans un état de droit et le droit sera dit. Mais oui, on ne peut pas empêcher à ces gens d'avoir ce ressenti, d'avoir ces ressentiments vis-à-vis de cette maison-là, parce que automatiquement dans leur cerveau, ils chercheront le coupable transversal, si on peut dire ça comme ça, et cette maison représentera le bon coupable. Et c'est pour ça que c'est très délicat. S'ils vivent en location ou des choses comme ça, après le deuil, après tout ça, s'ils ont une possibilité de sortir de là, ce serait bien. Oui. Ce serait très bien de déménager, de partir de cet endroit. Si c'est chez eux, ben, ils vont rester. Et qu'on travaille sur eux, ça pourrait tout aussi aller. Sinon, et on a vu le cas avec quelqu'un qui a visité cette radio il y a quelques mois, le fait de revoir cette maison va permettre que ces plus petits enfants vont réfléchir, grandir en se disant, quand je serai grand, je vengerai mon petit frère. Le fait de voir cette maison constamment, tout le temps, s'il n'y a pas un travail en amont qui est fait, il y a une haine viscérale, il y a des choses qui vont se passer entre les deux familles et qui malheureusement sera difficile à rattraper. Donc s'ils peuvent partir de là, et les gens me diront, mais c'est pas à eux de partir, etc. Bon, ça dépend de ce que vous voulez pour votre famille. Oui. Ça dépend de comment vous décidez pour votre famille. S'il s'agit encore de savoir qui est le plus fort, qui a raison, qui est le coq, vous pouvez rester. Mais si vous avez besoin que votre famille suive un suivi psychologique et reprenne sur d'autres bases, vous pouvez également les sortir de là. Oui. C'est important donc de faire cette précision et vous avez, comment je vais dire, anticipé sur une question que je m'apprêtais à vous poser, celle de savoir si jamais un travail de fond n'était pas fait sur la santé mentale de ces enfants, est-ce qu'ils peuvent évoluer avec l'idée de prendre leur revanche une fois devenus grands? Est-ce que même pour les parents qui aujourd'hui vivent douloureusement le départ de leur fils âgé de 6 ans, il ne peut pas leur arriver de temps en temps d'avoir des relents de vengeance? L'avantage avec une personne adulte, c'est vrai que quand on a un choc, il faut savoir que quand on est traumatisé, quand on a un choc traumatique, quand on a un trauma comme ce que cette famille vient de vivre, on peut faire tout et n'importe quoi. Mais
l'avantage avec l'adulte, c'est qu'il peut réfléchir de façon plus... Il peut se dire, il y a ce qu'on appelle le surmoi, excusez-moi de dire ça comme ça, c'est-à-dire que la partie qui vous dit non, toutes les règles que vous avez, non, on ne fait pas ci, non, cela, non, ça c'est pas bien, non, ça parle fort lorsqu'on est déjà un adulte. Et parfois on a même envie de faire ci, de faire ça, mais on a notre surmoi qui est en train de nous dire c'est pas une bonne idée. Voilà les règles. Et le moi va se dire, bon, écoute, on ne le fera pas. Tu vois. Mais lorsqu'on est enfant, il y a des choses qu'on ne filtre pas encore bien. La seule chose qu'on a envie de faire, c'est qu'on peut développer quelque chose qui reste positionné dans notre mémoire traumatique, dans notre inconscient, je vais utiliser le terme. Ça reste dans notre inconscient et plus on grandit, plus quelque chose se développe. Des racines bien solides se mettent en place. Et si on gère mal ces enfants, ils auront et ça peut être vraiment des dégâts collatéraux. Ça peut être cette personne, ça peut être des hommes. Ça peut même amener un enfant à devenir homosexuel ou à rejeter ou à ne plus avoir de sexualité. Ça peut créer tout et n'importe quoi en fonction du degré de traumatisme de l'enfant. Et chaque personne réagit au stress ou alors au traumatisme de façon individuelle. On ne peut pas dire que tous ces enfants seront identiques. C'est pour ça qu'il faut un suivi personnalisé pour chaque enfant pour voir jusqu'où l'enfant est parti, jusqu'où ça a créé des dégâts en lui et pouvoir rattraper ça. Vous écoutez Fina Family sur ABK Radio. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. On s'intéresse aujourd'hui à pourquoi il est important de préserver la réputation familiale. Et justement, on parle de cette artiste qui, on peut le dire, est une victime collatérale du fait que ce soit son géniteur qui se retrouve impliqué dans cet assassinat, dans ce meurtre. Et elle a été... aujourd'hui, en fait, c'est très compliqué pour cette artiste qui peut vivre des moments assez difficiles, douloureux. Les uns et les autres ont appelé à sa sortie et une fois la sortie faite, cela ne semble pas avoir résolu pas mal de problèmes. Il y en a qui lui ont dit non, encore critiqué, non, on n'a pas l'impression que ce soit sincère, on n'a pas l'impression, on n'a pas... Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui... cet enfant, c'est une célébrité, malheureusement, on va le dire ainsi, se lève un beau matin et apprend que son papa est impliqué dans un meurtre. Est-ce que ceux qui lui font le procès de s'être tué pendant tout ce temps, de n'avoir pas fait de sortie ou alors d'avoir fait des sorties qui n'étaient pas vraies, ont raison de le dire? L'histoire de la constitution d'une fille et de son père, c'est assez délicat. J'aimerais poser la question à tous ceux qui disent beaucoup de choses. Est-ce que vous savez seulement ce qui se passe? Est-ce que vous savez c'est quoi le complexe d'Oedipe? Est-ce que vous savez c'est quoi l'importance d'un papa pour une fille surtout? Est-ce que vous savez l'histoire derrière cette jeune fille? Vous ne la savez pas, vous ne savez pas l'histoire derrière cette jeune fille. Mais moi, je vais vous expliquer ce qui va se passer à l'instant où elle apprend tout ça. Première chose, c'est qu'il y a un choc. Autant toute la toile a été choquée. Et les gens disent non, elle n'est pas choquée, non. Elle a reçu un choc. Et le choc qu'elle a reçu est un choc tellement fort parce que elle perd ses repères à ce moment-là. Elle a le choc de sa vie qu'elle vient de recevoir. Elle rentre tout de suite dans une honte internationale parce qu'on a l'impression qu'elle est déshabillée sur la place publique à cause de l'acte de son père. Ce n'est plus Monsieur Tel. D'ailleurs, combien de personnes connaissent son nom? On parle plutôt du père de Tel. C'est le père de Tel. Elle est devenue, on l'a rattachée à un crime. C'est-à-dire qu'elle est dans le choc, mais aussi la honte. Découvrir déjà et accepter que son père est l'auteur d'un crime grave, c'est totalement déstabilisant pour un être humain. Et ça, qu'on soit une star ou pas. Découvrir que votre papa est auteur d'un crime grave, ça détruit complètement l'être humain. Ça remet en question quoi? Ça remet en question votre histoire.
Ça remet en question votre enfance, vos souvenirs. Et le pire, ça remet en question votre identité. Qui suis-je en fait? Je suis la fille d'un meurtrier? Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe dans la tête de la dame. Oui. Pendant qu'elle est en train de se poser toutes ces questions, tout le monde dit oui, il faut faire la sortie. En fait, il faut que vous réalisiez que alors que le choc se passe à l'extérieur, elle-même, elle est en train de vivre un choc émotionnel, un choc qui se mélange de énormément de sentiments, de ressentiments, d'émotions qui vont dans tous les sens. Et la deuxième chose qui est catastrophique, c'est qu'elle se retrouve isolée socialement. Oui. Le regard de tout le monde va changer vis-à-vis d'elle. Elle qui était apparemment en train de vouloir faire une tournée, ça veut dire qu'elle était presque au pic de sa carrière. Oui. Elle avait beaucoup de fierté. Elle préparait un concert. Elle préparait 2 concerts d'ailleurs. Elle se retrouve avec le regard des gens qui a changé. Elle se retrouve à être rejetée. Des insinuations sont faites. Elle a des harcèlements parce que quand je regardais sous les commentaires, elle est violemment exclue de plusieurs choses. Son travail est exclu. Et toutes ces choses ajoutent à sa souffrance intérieure. Elle perd son identité, parce que son identité, c'est quoi? J'ai grandi, j'avais papa, j'avais maman. J'ai fabriqué mon identité derrière ces personnes-là. Mon papa me donne la sécurité. C'est-à-dire que j'ai écouté, comme ça en passant sur les réseaux, comment son papa disait qu'il prenait les affiches de sa fille. Oui, quand elle débutait sa carrière. Voilà, avec une moto pour coller. C'est tellement significatif pour cette personne-là que elle grimpe dans sa carrière adossée sur son père. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. Et maintenant, son père tombe en fait. Elle se retrouve et l'entraîne dans sa chute. Et elle n'a pas le temps de se relever, elle n'a pas le temps de se demander qu'est-ce qui se passe. Elle est jugée, elle est rejetée, elle est violemment exclue de la plupart des choses et ça ajoute à sa souffrance intérieure. Déjà qu'elle n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec son père et elle rentre ensuite tout de suite dans une culpabilité déplacée. Culpabilité déplacée parce que même si elle n'est pas responsable, elle directement peut ressentir une culpabilité irrationnelle, déjà en se disant c'est son sang qui a commis. Ça veut dire que c'est elle qui a commis le meurtre. Et les réseaux sociaux n'aident pas. Eux, ils ont besoin de quelque chose, mais ils ne se rendent pas compte qu'elle n'est pas responsable des actes de son père. Il y en a qui lui font le reproche d'avoir présenté son papa comme étant un modèle, alors qu'il semblait déjà traîner des casseroles depuis toutes ces années, de l'avoir présenté comme un modèle, de s'être affiché à ses côtés alors qu'elle savait qu'il a un passé problématique ou alors une vie trouble, ne la dispense pas de certaines accusations. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ton papa, sans doute, tu connaissais son profil, son identité réelle, mais tu ne t'es pas passé de le présenter sur les réseaux sociaux alors que tu aurais pu le cacher et aujourd'hui, cette affaire serait traitée différemment. Et c'est intéressant, c'est une très très belle question parce que je pense que c'est le cœur même de la polémique. Oui. Je voudrais terminer peut-être tout à l'heure en disant qu'il y a également la perte de ses repères familiaux à elle. Oui. Le pilier de la famille est tombé, comme on disait, il est brisé. Ce qui était stable devient incertain pour elle. Ça devient dangereux. Elle ne sait plus de quel côté parce que c'est lui qui la soutenait. Face à toute cette vague de haine qu'elle pouvait recevoir sur les réseaux, elle pouvait rentrer chez son père. Là, elle part où en fait? Elle n'est pas mariée. Comment ça se passe pour elle? Elle perd tous ses repères. Et même si elle avait été peut-être, même son petit ami ou son mari l'aurait rejetée peut-être. L'aurait peut-être rejetée. En fait, elle a un deuil multiple. Alors que cette famille a perdu un enfant, elle a perdu son père, elle a perdu son enfance, elle a perdu sa sécurité intérieure, elle a perdu peut-être sa carrière, elle a perdu l'admiration des gens, elle a perdu tout le monde pour un crime en fait qu'elle n'a pas commis. Et je vais maintenant revenir sur votre question qui dit, tout le monde dit oui, mais si tu savais qui était ton père, peut-être tu aurais dû le dire. Tu aurais dû le cacher, en fait, tu n'aurais pas dû l'afficher. Parce qu'il y a deux choses, il y a même des gens qui disent que, bon, bref, disons, tu aurais dû le cacher. Oui. Sur le plan émotionnel, la petite fille, en chacune des femmes,
a une admiration pour son père. Quand elle présente son papa comme un modèle, vous ne savez vraiment pas c'est quoi le complexe d'Oedipe. Peut-être que quand vous voyez les petites filles grandir, vous ne vous rendez pas compte de comment une fille et son père, regardez autour de vous, chers auditeurs, sont connectés. Il y a une connexion particulière. La fille reste parfois une petite fille devant son papa. Et même pour la petite fille, pour la dame, elle reste une petite fille quand elle voit son père. Donc, elle peut être au courant des agissements de son papa et ne pas avoir le courage de lui en parler, ou alors qu'est-ce qui se passe? Elle peut même faire fi, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle, l'expression m'échappe, mais elle peut geler cette information dans son cerveau. Sur le plan émotionnel, hein, il y a tellement de choses qui se passent. Elle peut geler cette information dans le cerveau, elle peut inhiber l'information tellement c'est choquant pour elle. Un choc, peut-être, supposons qu'il avait déjà commis ça. Oui. Le choc de ça, elle peut complètement inhiber. Hein? Et on a déjà vu ces cas-là plusieurs fois. Elle inhibe l'information parce que c'est trop fort pour elle. C'est trop choquant pour elle. Son esprit n'arrive pas à digérer l'information, surtout en fonction de la place que ce monsieur représentait pour elle. Et elle le sort en disant, mais c'est mon père. Mais elle est en train de se battre contre quelque chose sur le plan émotionnel. Parce que si elle gère mal, elle aussi, cette période de sa vie-là, on perdra cet artiste. Cet artiste est capable de se suicider demain après-demain à cause de tout ça. Hein, parce qu'elle n'a plus du tout de repères. Et pour revenir peut-être à ce que les gens disent, elle aurait dû cacher son père. Elle ne le cache pas parce qu'elle reste fière, elle reste, comment on dit ça, elle reste la petite fille devant son papa. Maintenant, elle est consciente du mal de son papa, des dégâts de son papa, mais elle reste la fille de son père. Oui. Donc, il y a d'un côté le bourreau et de l'autre côté le papa. Le papa. Et elle a une dualité, il y a une bagarre en elle sur le plan émotionnel. Pourquoi? Parce que intellectuellement, son intellect lui dit il a fait mal, etc. Et c'est ce qu'elle disait, oui, la justice va faire son truc. Émotionnellement, c'est son papa. Si ce n'était pas dans un cas de meurtre, peut-être c'était une histoire qui n'était pas... Elle allait défendre son père. Donc, elle est dans une dualité et moi, j'ai complètement condamné d'ailleurs ceux qui ont poussé cette dame à venir parler, à faire cette sortie. C'était pas le moment où elle n'aurait pas du tout dû le faire. Elle n'était pas prête. D'accord, elle aurait pu attendre un peu plus de temps. Ou utiliser un proche qui aurait communiqué pour elle. Par écrit. Un communiqué. Communiqué écrit aurait été encore mieux parce qu'il aurait pu être, on aurait pu le relire par quelqu'un de plus froid. Elle est impliquée émotionnellement et c'est complètement difficile pour elle. Maintenant, je vais prendre un autre exemple pour nos auditeurs. Supposez qu'un monsieur veut faire une opération chirurgicale. Quand vous avez votre enfant qui est impliqué, votre parent qui est impliqué, c'est difficile qu'on vous laisse mener des opérations. Même si ce sont des opérations de sauvetage dans la police. Lorsque vous avez une implication émotionnelle, c'est compliqué de vous laisser partir. Vous êtes en train de bousculer cette dame au-delà de... Elle peut perdre sa vie. Moi, je vous le dis. Bon, il y en a qui diront que le petit Mathis est déjà décédé. Et si elle perdait sa vie, ce ne serait que du coup pour coup rendu, simplement. Maintenant, et ces personnes qui le disent sont exactement comme le papa. Ce monsieur qui a tué un enfant parce qu'il avait un désaccord avec son ami. Il a eu un désaccord avec son ami. Ça ne s'est pas arrêté à son ami. Mais ce n'est même pas de la faute de nos auditeurs qui nous écoutent de penser comme ça. Je vous ai dit, l'être humain normalement cherchera toujours... il faut un bouc. En fait, il faut quelqu'un, justement. Il faut quelqu'un, voilà, le coupable, c'est ça le mot. Un coupable émissaire, je vais dire ça comme ça. Il faut absolument, c'est vrai que c'est le cerveau de l'homme, il faut quelqu'un sur qui rejeter la faute. Il y a des crimes qui vont se passer, par exemple, dans notre pays. On va dire, oui, le gouvernement, le ceci, ça permet d'évacuer, ça permet de se soulager, vous voyez. On va trouver une personne rejetée parce qu'on a mal. C'est un exutoire. Et cette porte de sortie permet qu'on puisse continuer à vivre. Sinon, on ne peut pas. Et plus on y met de la force et on s'enrage contre elle, plus on a l'impression de se sentir soulagé. Et toutes ces attentes qu'ils ont vis-à-vis de cette jeune dame, ils ont dit, il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle sorte. Elle est sortie. Après, ils ont dit, non, elle n'était pas assez sincère, elle ne pleurait pas bien. Alors, qui a un émotiomètre pour mesurer l'émotion de quelqu'un? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'elle-même, elle est en train de passer par des moments compliqués. Autant cette famille a eu deuil, autant vous ne pouvez pas l'imaginer, mais sur le plan émotionnel, elle a eu deuil. Elle est brisée. Elle a perdu son père.
elle a perdu ses proches, plusieurs de ses proches vont s'éloigner parce qu'ils auront honte de s'afficher avec d'associer elle, justement leur image à la sienne. Oui. Voilà, elle perd peut-être sa carrière elle est en train de tout perdre. Et elle est en train de perdre ses repères, que ce soit des repères familiaux, des repères de vie, sécuritaires de vie. C'est-à-dire que si une personne, un être humain perd tout repère dans la société, la personne n'a rien. Oui. Il faut absolument qu'il y ait autour de cette jeune dame aussi des gens qui l'aident. Des repères il faut des gens qui correspondent à plusieurs années de vie. Qui vont l'aider. Donc elle également, elle a besoin d'un suivi psychologique. Elle a extrêmement besoin parce qu'il faut réussir à digérer l'information d'un père meurtrier. Est-ce que je suis finalement une meurtrière aussi? Est-ce que parce que dans la société, voici ce qui se passe dans la société. Il y a le malaise et la peur. Tout le monde fuit désormais la famille. On ne veut plus être attaché, comme on le disait, à cette société-là. Et puis, certaines personnes deviennent silencieuses. On vous rejette parce qu'on ne veut pas. On s'éloigne de vous. Parfois, on vous accuse pour faire plaisir à... comment on dit ça? Ce que tout le monde veut. Oui, oui. Vous voyez? Et on perd complètement confiance en vous. Vous êtes votre papa, si vous voulez. Oui. Donc, effectivement, non, c'est compliqué pour cette jeune dame. Elle a besoin également d'un suivi émotionnel parce qu'il faut absolument qu'elle retrouve de nouveaux repères pour pouvoir vivre. On vit parce qu'on a des repères. On va s'intéresser également aux mises en cause qui, avant que la décision de justice ne soit rendue et considérée du point de vue de la loi comme présumée innocent. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais pour ceux qui l'ont côtoyé, selon les informations recueillies, c'est une personne qui est violente de nature. C'est une personne qui ne s'est pas laissée couler. Ce qu'on peut se dire quand on analyse la réaction face justement au jeune Mathis, est-ce que cela ne découle pas d'une pathologie psychologique? Est-ce que le bourreau n'est pas également une personne qui souffrirait de certains troubles psychologiques? De mon point de vue strict, moi, personnellement, je ne pense pas que ce monsieur souffre d'un quelconque trouble. D'accord. Parce que il n'a pas réagi sous l'impulsion de quelque chose. Oui, c'était pas sur le moment. Oui. Son acte est prémédité. Il a abandonné la discussion qu'il avait. Il est allé chercher le couteau. Le petit aurait supplié apparemment. Oui. Et il a délibérément décidé de frapper d'abord la main. Il savait ce qu'il faisait. Ce monsieur est complètement responsable. Et c'est pour ça que je dis, il est présumé innocent, mais il y a eu des témoins. Il a prémédité son acte. Il a commis l'acte. Des gens ont été témoins de l'acte qui a été commis. Donc, la question n'est pas est-ce qu'il a commis l'acte ou pas, mais est-ce qu'il est émotionnellement responsable? Est-ce qu'il est ci? Est-ce qu'il est ça? Ça, c'est à la justice de définir si le meurtre a été commis de façon est-ce que c'est un crime prémédité ou alors c'est une légitime défense ou autre. Mais ce monsieur il jouit de toutes ses capacités et il n'a pas montré de signes de bipolarité ou de schizophrénie ou de choses comme ça dans son comportement jusque-là. Je vois tout ce que j'ai vu comme vidéo de ce monsieur et toute la scène qui s'est passée. Moi, mon avis strict, c'est que ce monsieur est complètement responsable de ses actes. Il est conscient, Il est conscient. Après, il faut dire que en droit, d'un point de vue juridique, la responsabilité est strictement individuelle. Ça veut dire que telle personne ne peut pas être tenue responsable du crime qu'il n'a pas commis, qu'il n'a pas encouragé ou qu'il n'a pas couvert. Pour lequel il n'a même pas participé. Ou qu'il n'a pas, il n'a pas participé, il n'a pas couvert, il n'a pas été au courant. Il ne peut pas être planifié. Il n'a pas planifié rien du tout. C'est un principe de la justice aujourd'hui. C'est normal dans la plupart des systèmes juridiques du monde. La fille d'un criminel ne peut en aucun cas être poursuivie ou jugée sauf si elle est co-auteur, complice ou si elle a caché une information ou une autre. Tant que cette personne n'est même pas au courant, n'a été justiciable de rien, ce monsieur doit payer de ses actes. C'est odieux d'ôter la vie à quelqu'un. C'est odieux, c'est un crime pour moi crapuleux et
ce qu'il a fait, ce qu'il a commis, c'est-à-dire que les conséquences de ses actes vont tellement au-delà de sa petite personne. Oui. Il a détruit l'ensemble de sa propre famille. Et on y reviendra. On y reviendra pour les quelques minutes qui nous restent encore, le temps pour nous de souffler un tout petit peu. Très chers auditeurs, on vous retrouve juste derrière ceci. Pas peiner. Je suis sincère, tu le sais, je suis sincère. Oh oui, sincère. S'il m'arrive un jour d'être amoureuse, c'est de toi que je le serai. Mais puisque ça l'air impossible, je le sais. Oui, je sais, je suis sincère. Je te veux à moi, oui, tout à moi. Ne me fais pas tant de peine. Faut savoir ce que l'on veut quand on aime. Oui, je sais, je suis sincère. L'amour parfois, c'est comme ça, ces choses-là ne s'expliquent pas. À ce moment-là, tu verras. L'amour parfois, c'est comme ça, ces choses-là ne s'expliquent pas. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale. Inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Merci de nous retrouver sur ABK Radio. Notre émission se poursuit. Pourquoi préserver la réputation familiale? On se pose cette question. Dame Dimo, née Barbara Ekoto, elle est coach familiale, spécialiste de la santé mentale. Avec elle, on évoque le sujet sur ABK Radio ce jour dans le cadre de cette émission Fina Family. Il est important aujourd'hui, avec tout ce qui est en train d'arriver, de nous rendre compte que chaque acte posé par un proche peut avoir des conséquences sur le reste de membres de la famille et ce qui nous amène à demander comment est-ce qu'on peut gérer une crise pour protéger la réputation familiale, parce que là, on a une personne qui a posé un acte, mais cet acte-là éclabousse tout le reste de la famille, alors que dans cette famille, on peut avoir des personnes qui sont bien, qui sont de bonne moralité, des personnes irréprochables. Comment est-ce qu'on gère? Parce que là, on sera pointé du doigt, vous l'avez dit, quand vous avez développé, vous serez isolé, vous serez exclu par certains proches même qui ne voudront plus associer leur image à la vôtre. Comment est-ce qu'on fait quand on est victime d'une situation comme celle-là? Est-ce qu'on accepte
d'abord, le fait qu'on soit rejeté, est-ce qu'on donne un temps aux autres membres de la famille pour digérer ce qui se passe? Comment est-ce qu'on se comporte? Oui. Il faut déjà que la famille réussisse à rester unie autour de tout ce qui s'est passé. Maintenant, on se place dans quelle famille? C'est la famille de la victime, c'est la famille du bourreau, c'est plutôt la famille du bourreau, je Oui, suppose. la famille du bourreau, parce que la famille de la victime, c'est la famille de la victime. Oui. Automatiquement, elle bénéficie de l'empathie des uns et des autres, de l'assistance des uns et des autres. Mais la famille aujourd'hui qui est étiquetée, la famille qui est rejetée, c'est la famille du bourreau, alors que dans cette famille, on a des personnes qui sont de bonne moralité. Comment est-ce que cette famille se comporte pour essayer de sauver les meubles? Alors, la première chose, c'est qu'il faut qu'ils essayent d'être soudés, malgré la difficulté qu'il y a derrière. Il faut qu'ils réussissent à être soudés, de se placer déjà ensemble, de maintenir le lien. Parce que toutes les familles ont, la plupart du temps, des casseroles. Oui. Il y a des moments où il y a des choses qui se passent. Oui. Il y a des moments où il y a un frère qui couche avec sa soeur. Oui, il y a des petits secrets de famille. Il y a des moments où il y a des secrets de famille. Il y a des choses qui arrivent, des scandales qui arrivent souvent dans la famille. Le plus important, au départ, c'est de réussir à se mettre ensemble de façon... Il faut développer ce qu'on appelle une maturité. Gérer les conflits internes avec maturité. Il faut d'abord qu'à l'intérieur, vous réussissiez à gérer ça avec maturité. Ça veut dire quoi? Vous devez pratiquer au sein de la famille la communication non violente. Même si c'est face à celui qui est le mis en cause, parce que c'est à cause de lui que vous vivez tout ce que vous vivez. Est-ce qu'il faut aller vers lui et lui dire, voilà, à cause de toi, tout s'y est arrivé, on parle de notre famille, dans tout le monde entier et tout. Est-ce qu'il faut lui dire cela? Mais Sidonie, je veux d'abord savoir, parce qu'on parle de ce monsieur, oui. N'est-il pas derrière les barreaux ou bien... Il est interné parce qu'il a subi la vindicte, la colère de la population. Il a été interpellé. En fait, il a été interné dans une formation hospitalière. Le temps peut-être pour lui d'être capable de tenir si jamais il était incarcéré. Oui. Mais aujourd'hui, même s'il est dans la formation hospitalière, je pense qu'il n'est plus en liberté. Non, puisqu'il est gardé par les éléments de la force du maintien de l'ordre. Voilà. Oui. Donc, ce monsieur n'est plus en liberté et il ne risque pas, sauf... de s'évader. On ne pense pas que ça va arriver. Sauf notre pays, il a même intérêt à ne pas s'évader parce que s'il se retrouvait face à la population, il signerait son arrêt de mort. Donc, il vaut mieux pour lui rester avec les hommes en tenue. Oui. Ça veut dire que en fait, le reste de la famille doit être soudé derrière. Je ne sais pas si l'artiste est seule ou si elle a des frères. Je ne sais pas comment ça se passe, mais il faut que la famille se ressoude, la famille se remette ensemble et que les vraies responsabilités soient déterminées. Oui. Au sein de la famille, il est hors de question que vous puissiez vous jeter la responsabilité les uns des autres, mais que vous puissiez établir clairement les responsabilités. Alors, si quelqu'un était au courant, moi, par contre, je veux quand même lever le pan dessus. Si quelqu'un savait qu'il y a eu un meurtre et qui n'a pas dénoncé, là, par exemple, je prends un exemple. Je ne sais pas l'histoire, je ne la connais pas, parce qu'entre ce qui se passe... Oui, et ce qui peut se dire aussi, il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Oui. Si c'est qu'il y a eu une chose comme ça avant, il faut absolument que la personne soit dénoncée. Si vous, je ne sais pas si il est marié, l'épouse doit dénoncer. Quand il y a un crime, il faut le dénoncer. Oui. Et s'il y a eu une dénonciation d'un crime... Mais là, ça divise aussi quelquefois les familles, parce qu'il peut y avoir un crime qui est commis, et on a qui disent, est-ce qu'on le livre à la police, ou alors on couvre ce crime, on protège cette personne, et là, ça divise. Comment est-ce qu'on fait si on est dans une famille où il y a une situation comme celle-là? Est-ce qu'il est important de choisir d'être dans le camp de ceux qui partent dénoncer celui qui est l'auteur du crime, ou alors il vaut mieux couvrir et protéger ce proche? La responsabilité est d'abord individuelle. Oui. Si vous avez connaissance de quelque chose, même suivant la loi, et que vous assistez à un meurtre, ici vous travaillez à Beka, oui. vous êtes là, vous assistez à un meurtre de votre patron,
et vous décidez de vous taire parce que vous dites, etc. Si on se rend compte que vous aviez l'information, même pénalement, vous pouvez être poursuivi. Oui. Vous avez vu quelque chose, vous n'avez pas assisté quelqu'un en danger qui aurait pu être sauvé. Il y a Et vous n'avez pas énormément de choses, dénoncé vous êtes par la complice. suite, oui. Oui, en plus, vous devenez complice d'un meurtre parce que vous n'avez pas dénoncé. Sur le plan de la loi, vous devez dénoncer des actes qui vont contre la loi et qui ont été commis par des proches si vous en avez été témoin. C'est important de le savoir. Maintenant, si dans la famille, vous êtes divisé, la loi doit faire foi. Il faut savoir qu'avant d'être... nous sommes peut-être dans des familles, mais nous sommes couverts et régis par une loi. Oui. Et on doit se plier forcément à la loi. Donc, l'une des choses, c'est qu'il faut qu'il y ait une communication non violente. Disons dans le meilleur des cas. Oui. Et que la famille peut-être réussisse à se mettre ensemble. On suppose que l'auteur d'un crime qui a été commis est déjà interpellé. Il est question pour cette famille de continuer à vivre malgré ces événements malheureux. Comment est-ce que ces personnes font? On essaye, on ne rappelle pas aux uns et aux autres que c'est elle qui est à l'origine. Si tu avais fait ci, peut-être telle chose ne serait pas arrivée. Comment est-ce qu'on fait pour évoluer dans l'avenir? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, dès que vous avez réussi à vous mettre, d'avoir un certain accord, on ne sera jamais complètement en accord, mais que vous avez quand même réussi à maintenir la famille, ne la brisez pas. La deuxième chose qui va être importante, entre le deuil, vous allez le faire. Travailler le deuil ensemble. Ne jugez personne. Je veux dire que ne rentrez pas dans ce que... S'il y a un membre de famille qui écoute, ne rentrez pas dans tout ce que vous voyez tout autour. Concentrez-vous pour essayer de sauver même déjà les enfants éventuels de cette personne-là. Parce que ces enfants-là, vous pouvez les perdre. Quelqu'un peut entrer dans la drogue tellement la douleur est forte. Quand quelqu'un est dans une douleur profonde, elle peut facilement rentrer. Donc, vous devez vous mettre ensemble pour pouvoir au moins rattraper. Là, c'est dans la d'autres famille de la victime. De la oui, non, dans la famille même de l'enfant qui a été tué ou bien du bourreau. Du bourreau. D'accord. Je dis, évitons un prochain meurtre. D'accord. En essayant d'être là quand même pour les enfants qui ne sont pas pénalement responsables de l'acte de leurs parents. Après, il est important de savoir que vous pouvez soigner votre image sur les réseaux. Et je le dis parce que les réseaux peuvent dans la vraie vie déjà, hein, parce que là, vous avez le voisinage qui sait qu'il y a un crime qui a été commis. Si vous n'avez pas déménagé, vous restez avec des gens, il va falloir gérer le quotidien, le regard des autres, comment ça se passe. Vous ne pouvez pas échapper à ça. C'est en travaillant sur vous. Oui. Il faut travailler sur vous pour pouvoir affronter ce regard-là. Vous ne pouvez pas demander à la société de changer. Vous devez travailler sur vous. Il y a même ce qu'on appelle des thérapies collectives qui peuvent aider également les familles à sortir de là, à sortir de cette honte, à pouvoir continuer de vivre. La chose la plus facile à faire, c'est de tomber en dépression et de ne plus avoir envie de se battre. Parce qu'on a tout perdu. Vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un perde tout. Et je ne veux pas dire que c'est la victime la plus importante, parce que personne ne va ramener non plus cet enfant qui est parti. Tout à fait, oui. Mais ce qui est important, que ce soit cruel ou pas, la vie doit avancer. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Du côté de la dame qui a perdu son enfant. Malheureusement, les autres enfants sont là et ils attendent de leur maman. Ils ont besoin d'elle pour pouvoir avancer. Ils ont besoin de leurs parents. Ils n'ont pas besoin d'un parent qui croule sous la culpabilité. Ils n'ont pas besoin d'une maman qui n'arrive plus à s'occuper d'eux parce qu'elle est dans les pleurs. Ils ont besoin de leurs parents pour les aider eux-mêmes à sortir leur douleur. Il faut qu'il y ait un rapprochement familial qui permette aussi à ces enfants de s'exprimer, de pleurer ensemble, de se prendre dans les bras. Et de l'autre côté, il faut également qu'on réussisse à développer une résilience face à tout ce qui s'est passé. Toutes les familles passent par des coups durs. Ça a été le coup dur de votre famille. Faites tout pour rester soudés malgré la difficulté. Que le coupable soit entendu et jugé, mais que le reste de la famille essaye de rester soudé. Maintenant, il vous faut, si possible. Moi, j'aime parler de ça, mais on va dire c'est les choses des Blancs. Il faudrait une thérapie familiale, pouvoir discuter avec l'ensemble de la famille ensemble, pouvoir faire le deuil aussi, parce que ce monsieur est presque mort, hein. Ce qui se passe, c'est que on a perdu quelqu'un. On a perdu quelqu'un, peut-être pas physiquement, et ça peut arriver, mais on a perdu un être, hein. On a perdu une histoire, on a perdu tellement de choses avec l'acte qui vient de se poser. Il faut qu'eux aussi fassent ce mini-deuil-là. Il faut qu'eux aussi réussissent à avancer. De part et d'autre, ils ont besoin justement d'avancer dans la vie. Et
il faut qu'il réalise que ce n'est qu'une période de vie. Oui. Ce n'est qu'une période de vie. Quelle que soit la dureté de tout ce par quoi vous êtes en train de passer, les réseaux vont se calmer. Tout ce qu'on dit, ça va se calmer à un moment, Oui. même si après, les gens continuent à vous regarder d'une façon ou d'une autre. C'est l'ensemble des actes que vous allez poser de façon positive qui permettra que les autres puissent vous regarder différemment. Et comment réagir si jamais, pendant que vous avancez dans la rue, parce que c'est des choses qui risquent d'arriver, vous êtes interpellé, insulté par des personnes traitées d'assassins, de filles d'assassins, de tout cela. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'il faut gérer cela? Il faut travailler sa résilience, il faut se faire suivre par un psy. Parce que ce que le psy va faire avec vous, ou alors ce que le travail que vous allez faire sur vous-même fera avec vous, sera de nature à vous rendre presque imperméable à ce genre de choses. Vous ne pouvez jamais empêcher aux gens de sortir toutes ces choses. Déjà, on vit dans un pays difficile. Chaque fois qu'on a l'occasion de verser toute notre Se souffrance, défouler, oui. Oui. les gens vont s'accrocher sur tout et n'importe Même quoi. si ça reste sur un fait, quand même. Oui, ça reste il y a- sur un oui, fait. oui. Non, c'est un fait qui est complètement avéré. Mhm. Et tant que la justice ne sera pas faite, j'ai besoin, moi aussi, de sentir que ce pays, on peut encore s'adosser sur ce pays pour réclamer la justice. Il faut que justice soit faite. Oui. Mais il faut que toutes ces personnes qui sont membres de cette famille puissent travailler également sur eux pour aller au-delà de ça. Et qu'ils puissent travailler sur eux pour réaliser qu'ils ne sont pas responsables. La personne qui est responsable pénalement, c'est celui qui est A posé arrêté, l'acte, qui a oui. posé l'acte et qui est derrière les barreaux. Et si il y a motif, par exemple, à s'en vouloir, peut-être que quelqu'un a eu une information avant et n'a pas posé un acte. On ne peut pas. Il y a des informations que on peut aller voir la police pour dire, par exemple, qu'il y a tel acte qui s'est posé, mais on va pas se mettre dans un réseau social et se dire. Vous tous, regardez-moi. J'ai dénoncé. Non, voilà. ce sont des choses. Vous pouvez pas demander ça aux gens. Oui. Je dis que et moi, peut-être j'ai même envie de parler à toute cette population qui nous écoute en disant, nous tous, on ressent ce besoin viscéral que la justice soit faite. C'est odieux ce qui a été fait. Le coupable est là. Il a été appréhendé. Battons-nous plutôt pour que la justice soit faite, qu'on aille jusqu'au bout, qu'il paye pour le crime qu'il a commis. D'accord. Et pour ce qui concerne toutes ces personnes-là, s'il y a une responsabilité qui est établie avec le reste de sa famille, que la responsabilité soit établie et faite. Mais s'il n'y a pas de responsabilité établie, n'entraînons pas un autre meurtre parce que nous ne serions pas différents de ce qui s'est passé entre le monsieur, son ami, et le fils de son ami. Oui. Vous écoutez ABK Radio, l'émission C'est Fina Family. On parle de ce crime qui a entraîné la mort du petit Mathis du côté de Yaoundé. Il était âgé de 6 ans. C'était le 10 mai 2025. Une triste histoire qui a impliqué malheureusement des personnes connues dans le landerneau culturel. Et c'est ce qui peut expliquer le fait qu'il y ait autant de mouvements autour de cette affaire. On va sortir de cette émission Dame Dimo en essayant de comprendre comment est-ce qu'on peut aider ceux qui sont autour de nous. Parce que là, on a parlé des principaux acteurs, mais on n'a pas parlé des spectateurs, de ceux qui regardent, de ceux qui analysent, de ceux qui apportent souvent des critiques et qui se disent mais pourquoi n'avoir pas fait ci, pourquoi n'avoir pas fait ça, pourquoi comment est-ce qu'on doit se comporter lorsqu'on est en retrait d'une affaire comme celle-là, lorsqu'on l'observe, lorsqu'on la vit? Est-ce qu'on doit avoir certaines réserves en ce qui concerne les prises de parole dans ce type d'affaires? Effectivement, on doit avoir beaucoup de réserves. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la maîtrise émotionnelle de ce qui se passe. Et vous n'êtes pas sûr que si ça avait été vous les choses se seraient passées comme vous souhaitez que ça se passe? Lorsqu'il y a un événement, tout de suite, chaque être humain réagit de façon différente. Oui. S'il y a un choc tout de suite, il y en a qui vont faire pipi sur eux. Oui. Parce que, bim, ils se retrouvent devant... Il y a tellement de mécanismes qui se passent dans l'être humain à ce moment-là. Certains vont faire pipi sur eux, d'autres vont s'évanouir. Oui. D'autres vont faire ci, ça.
Au sortir de là, d'autres vont rester et faire des cauchemars répétitifs de la scène, d'autres vont faire ci, ça. Donc c'est délicat de se mettre sur des réseaux et d'indiquer aux gens ce qu'ils doivent faire. Vous n'êtes pas ces personnes-là et vous n'êtes pas dans cette situation-là. Vous pouvez à la limite donner votre avis, mais avec beaucoup de réserve. Parce qu'il y a des contours également que vous ne maîtrisez pas. Quelqu'un peut être figé sur le plan émotionnel. Quelqu'un peut être vraiment figé par l'acte d'un proche. Je dis figé, il n'arrive plus à rien faire, ni à manger, ni à boire, ni à rien du tout. Quelqu'un peut même avoir des envies de suicide. Vous ne savez pas ce par quoi la personne passe et ne soyez pas la personne qui va mettre le coup pour faire tomber la personne. Et pour ceux qui ont perdu, soyez toujours, moi je voudrais féliciter ceux qui sont venus soutenir la famille du petit, je crois que c'est Mathis, oui. Mais que ces Camerounais continuent, que ces gens du monde entier continuent. Ils ont besoin de vous plus que jamais. Soyez là, donnez-leur beaucoup d'amour, donnez-leur votre soutien. Vous n'avez pas besoin pour ça d'être méchant avec les autres. Accompagnez-les pour sortir de là. Accompagnez-les. Donc, c'est la meilleure chose à faire plutôt que de se concentrer sur ceux qui sont les auteurs de ce crime, d'appeler à la pendaison, à la condamnation à mort. Il est davantage important de se concentrer sur la famille du petit Mathis parce qu'elle a plus que besoin de l'assistance populaire. Mais pour moi, une famille qui est perdue, c'est beaucoup de choses. Hein? Oui. Parce que ces enfants seront des parents demain. Oui. Si on les perd dès aujourd'hui, ils perdront leur génération. C'est beaucoup de générations qui sont perdues. Maintenant, nous, on peut se battre différemment. Il faut faire des actions plus concrètes plutôt que de beaucoup parler. Si on veut qu'ils soient pendus, il faut faire un mémorandum, je ne sais pas. Hashtag. Pour appeler peut-être à l'interpellation, la condamnation peut-être du bureau. Interpeller tout ce que vous voulez. Aller taper pour qu'il y ait une punition exemplaire de la personne qui est responsable de l'acte qui a été posé. Posez tout acte possible. Parce que si vous vous arrêtez en détruisant juste la carrière de la personne, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait parce que le coupable, lui, moi, j'ai été scandalisée parce que j'ai vu dans une chaîne de télé où on a montré, on a fait le reportage sur ce qui s'est passé. On a brouillé le visage du présumé innocent et puis laisser le visage de sa fille à la vindicte populaire et le message qui était accompagné était terrible. Vraiment quelqu'un qui a fait ci, et c'est le visage de la fille sur le plan émotionnel. C'est elle qui devait être protégée. En fait, les deux doivent être protégés parce qu'on a un présumé innocent et on a une autre personne qui n'a rien à voir avec le crime qui a été. Ne montrez pas cette photo avec ce discours-là. Peut-être on peut choisir la photo, le monsieur se trouve seul. Oui, et on brûle le visage. N'oubliez pas que lorsque vous pouvez montrer cette photo ensemble en disant autre chose. Oui. Mais quand vous brouillez le visage du monsieur, vous montrez le visage de la dame et vous dites que vraiment les coupables doivent payer, etc. Vous êtes en train de passer un message subliminal à tous ceux qui sont en train de vous écouter, qui vont reverser toute cette haine, cette responsabilité sur cette personne qui est visible finalement. Oui. Et s'il y en a qui vivent ce cas dans leur vie, c'est-à-dire que tous nos auditeurs, vous avez peut-être des cas comme ça, vous n'êtes pas une star et ce n'est pas médiatisé. Oui, oui. Ne fuyez pas la réalité. Il faut affronter la réalité que vous avez avec honnêteté. Soyez juste honnête. Oui, parce qu'il y a des enfants qui ont des parents qui sont des meurtriers, c'est connu, c'est sûr, qui sont en prison, tout ça, oui. Ne cherchez pas à cacher, ne cherchez pas à falsifier l'histoire de vos parents ou de ceci que vous êtes en train de vivre. Soyez le plus honnête possible, ne fuyez pas la réalité. Ça, c'est désormais ma réalité. Voici ce qui s'est passé dans ma famille. Tout. Ensuite, prenez vos responsabilités. Soyez transparent, intelligent. Si vous pouvez réparer, c'est pour ça que je disais, pour moi, la méthodologie était de faire un communiqué et de deux, pour elle, de se rapprocher de la famille à titre personnel, d'aller présenter ses condoléances et ses sincères regrets pour l'acte que son papa aurait éventuellement posé. Poser. Bon, c'est vrai qu'on reste dans les présomptions, mais après, oui, on va dire aurait posé. Elle aurait pu aller plus se rapprocher de la famille plutôt que de venir essayer de convaincre. Vous ne pouvez pas convaincre les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Vous n'allez jamais les convaincre. Déjà que les réseaux sociaux, c'est à géométrie variable. Vous allez voir que ce cas-ci de meurtre
parfois involonté, on l'a eu On laisse plusieurs couler. fois, mais on laisse couler. Mais pour certaines personnes, c'est plus facile. D'accord. C'est pour ça que je dis, si vous voulez l'assentiment des réseaux pour pouvoir faire des choses, vous n'allez pas vous en sortir. Écrivez sincèrement vos condoléances, mais rapprochez-vous de la famille. Posez des actes qui vont permettre qu'une sympathie puisse revenir vers vous. Posez des vrais actes vers la famille, accompagner cette famille dans son deuil, pleurer avec eux, pleurer avec le reste des membres de votre famille, etc. Allez-y jusqu'au bout. Pas besoin d'être devant les suivre. caméras Non, pour c'est pas- prendre les uns et les autres à témoin, parce que parfois c'est aussi cela. Par ignorance, on a envie que cette population qui a réclamé la tête d'un coupable puisse avoir ce présumé coupable devant pour dire bon voilà, je compatis, je suis de tout cœur et tout et tout. Donc on comprend que ce n'est finalement pas une bonne idée. C'est mieux d'être plus proche de la famille qui a le plus Exactement. besoin de vous, loin des caméras. Même si les réseaux sociaux peuvent dire ce qu'ils ont à dire, vous savez que dans l'ombre, vous êtes en train de poser des actes qui montrent que vous êtes touché par Exactement. ces événements tristes. Et la famille pourrait communiquer ensuite oui. en disant non. Et c'est ce qui s'est passé pour une personne qui a eu oui, ce cas il y a quelque oui, temps. bien La sûr. famille pourrait communiquer en disant non, elle est avec nous. Voilà. Vous voyez, Mhm. plutôt Merci. que de s'afficher pour essayer de D'accord. convaincre. Ce qui est un exercice assez difficile, hein. On l'a très bien vu que c'est pas du tout facile. On vous demande de faire des sorties. Et lorsque vous acceptez de les faire, on critique la façon d'avoir fait la sortie. C'est assez compliqué. Merci Dame Dimone et Barbara Ikoto d'avoir répondu à nos questions. C'est une affaire assez délicate, hein. C'est très délicat. Personne ne souhaiterait que ce type de drame arrive dans sa famille, que ce soit la famille de la victime ou la famille de celle. En fait, on a deux victimes. On a deux enfants, en fait, qui sont des victimes collatérales dans cette affaire, parce qu'on a un enfant qui est mort du fait d'une bagarre qui s'est déclenchée entre son papa et un autre adulte. Et on a un autre enfant aujourd'hui qui est jeté à la vindicte populaire parce que c'est son papa qui s'est muni d'un couteau et qui a ôté la vie à un autre enfant qui n'avait rien demandé. Donc, les deux enfants, en réalité, n'ont rien demandé, ce sont des victimes collatérales dans le cadre de cette malheureuse affaire. Merci, très chers auditeurs, d'avoir été là. Dame Barbara Ikoto est coach familial et spécialiste de la santé mentale. Elle a la possibilité de vous rencontrer, de vous encadrer. Pour ceux qui seraient dans le besoin, Dame Ikoto, votre contact téléphonique pour ceux qui voudraient bien vous voir. Alors, vous pouvez déjà me retrouver sur ma page, Barbara Dimo. Barbara Dimo, voilà, sur ma page. Barbara Ikoto épouse Dimo. Vous allez me retrouver sur ma page et me contacter plus facilement sur Messenger. Sinon, vous pouvez me contacter au 690 322 482. 690 322 482. Merci, très chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute de cette autre édition de Fina Family sur ABK Radio. Sidonie Fikak, je suis derrière ce micro de présentation. À très bientôt sur ces mêmes ondes pour une autre édition de Fina Family. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugements, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée.